Bonsoir et bienvenue. Au cours des 2 dernières semaines, la tension est montée d'un cran dans la région Indo-Pacifique. Notre analyse portera ce soir sur les manœuvres militaires d'envergure autour de Taïwan et leurs répercussions sur la stabilité régionale et mondiale. Message du sponsor. Cette analyse approfondie est commanditée par ProWave AI. Elle vous est proposée par Stylo News, l'application d'information alimentée par l'intelligence artificielle. Stylo News est la version grand public du logiciel Stylo Intel Ops, conçu pour les opérations de grande envergure pour les gouvernements, les armées et les entreprises. Cela offre à nos auditeurs un accès unique à un outil conçu pour soutenir les décideurs mondiaux. Bonsoir. Pour bien comprendre la crise qui se dessine, il faut, je crois, remonter un peu dans le temps. Au 18 décembre 2025. C'est là qu'on a eu le premier signal. Dans les sources, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est cette image satellite. On y voit 2 porte-avions chinois, le Fujian et le Liaoning, qui sont amarrés côte à côte à Qingdao. Bon, pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste, ça peut sembler être un détail, mais pour les analystes, c'est un signal très fort. C'est un signal majeur, oui. C'est exactement ça. Penser à un seul porte-avions, c'est déjà un outil de prestige, une capacité de défense. Mais 2 opérant ensemble, ce qu'on appelle une opération à double porte-avions, là on change complètement d'échelle. Ça change la dynamique, en fait. Ça change tout. Ça veut dire qu'une marine peut non seulement défendre ses côtes, mais aussi projeter sa force très très loin. Elle peut contrôler des zones maritimes étendues, maintenir une présence aérienne continue. C'est une déclaration d'intention. Le message, c'est « l'océan Pacifique n'est plus seulement votre terrain de jeu ». Et cette déclaration, elle vise directement ce que les stratèges appellent la stratégie de confinement de la première chaîne d'îles, c'est bien ça? Exactement. Il faut imaginer cette chaîne d'îles comme une sorte de barrière. Elle va du Japon, passe par Taïwan, jusqu'aux Philippines. Pour les États-Unis et leurs alliés, c'est une ligne de défense. Pour la Chine, c'est une cage. Et ces manœuvres, c'est leur façon de montrer qu'ils ont les clés pour en sortir. Alors pendant que ces navires étaient à quai, une autre information, cette fois sur papier, est tombée. Le rapport annuel 2025 du Pentagone. Et là, on mettait des mots très clairs sur ce que le matériel suggérait. Le rapport parlait de l'objectif chinois d'être prêt à remporter un conflit à Taïwan d'ici 2027. Oui, et ce n'est pas juste une prédiction, c'est une évaluation de leurs propres objectifs. C'est ce qu'ils visent. Et ce n'est pas tout. Le rapport documente aussi une expansion massive, très rapide, de leur arsenal nucléaire. On parle de plus de 100 nouveaux silos pour missiles balistiques intercontinentaux. Donc un double message en quelque sorte. Tout à fait. D'un côté, on se prépare conventionnellement pour Taïwan, et de l'autre, on se dote d'une force de dissuasion nucléaire assez forte pour que personne, et lisez bien les États-Unis, ne songe à intervenir. C'est une stratégie à 2 niveaux, très cohérente. Et face à ça, la réponse américaine ne s'est pas fait attendre. Pas seulement avec des mots, mais avec des actes. Je pense notamment aux Philippines. En effet, le Congrès américain a approuvé un programme d'aide militaire de plusieurs milliards de dollars pour Manille. Et le détail qui est crucial, c'est la justification. C'était présenté explicitement comme une préparation à une éventuelle contingence à Taïwan. Ce n'est plus de l'aide au développement. Non, pas du tout. C'est un positionnement stratégique. Les Philippines deviennent une pièce maîtresse de la contre-stratégie américaine. Ce qui nous amène donc au 29 décembre. Après les signaux, l'action. La Chine lance une opération d'une ampleur inédite. Mission Justice 2025. Et là, pour la toute première fois, des exercices à tir réel qui encerclent complètement Taïwan. L'étau se resserre. Et ce qui est fascinant, c'est la nature de ces manœuvres. Ce n'est pas juste une démonstration de force, c'est une répétition générale très, très précise. Les sources montrent bien qu'ils simulaient un blocus des 2 ports principaux de Taïwan. Kaohsiung et Keelung. Exactement. Kaohsiung au sud, pour l'énergie, Keelung au nord, pour le commerce. L'objectif était clair. Voir s'ils pouvaient couper l'approvisionnement énergétique de l'île. C'est le talon d'Achille de Taïwan, qui dépend à 96% des importations d'énergie. Et la méthode employée est aussi très intéressante. Ce n'étaient pas seulement des navires de guerre. Non. Et c'est là que la stratégie est particulièrement maligne. L'Armée populaire de libération a utilisé sa marine de guerre et ses gardes-côtes. Des navires civils en quelque sorte. Officiellement, oui. Des navires blancs, pas gris. Ça crée une zone grise. Si vous ripostez, sur qui tirez-vous? Un navire militaire? Un navire civil?
Ça rend la décision d'ouvrir le feu infiniment plus compliquée politiquement. C'est une forme de coercition qui frôle l'acte de guerre sans jamais vraiment franchir la ligne. Face à cette pression, les réactions politiques ont été, c'est le moins qu'on puisse dire, contrastées. Taïwan, bien sûr, a condamné fermement. Et puis, il y a eu le discours du Nouvel An de Xi Jinping. Il a utilisé un mot très fort. La réunification est inéluctable. Inéluctable. Le mot est choisi avec soin. Il enlève toute idée de choix, de négociation. Il présente ça comme une force de l'histoire inarrêtable. C'est un message pour son public interne, mais aussi pour le monde entier. Et de l'autre côté du Pacifique, la réaction du président américain Donald Trump a surpris une certaine modération. Il a minimisé la portée des exercices. Il a même rappelé sa bonne relation personnelle avec le président Xi. Comment interpréter ça, Sam ? Mais c'est la grande question. Il y a deux écoles, disons. La première, c'est que c'est une tentative calculée de désescalade. Ne pas surréagir pour ne pas jeter d'huile sur le feu. La seconde, plus critique, y voit un signe d'hésitation, peut-être une réévaluation de l'engagement américain. La vérité est sans voûte entre les deux. Bien sûr, cette crise a des répercussions bien au-delà du triangle Pékin-Taipei-Washington. Toute la région est en alerte. Les Philippines, en première ligne, ont exprimé leur profonde inquiétude. Voir ça si près de leur côte, c'est un rappel de leur propre vulnérabilité. Et ce n'est pas un hasard si ça arrive juste avant la signature d'un accord de défense majeur entre le Japon et les Philippines. C'est aussi un message pour cette alliance naissante. Absolument. Et il y a un sondage d'opinion réalisé en décembre aux Philippines, mentionné dans les sources, qui est très parlant. Oui, les chiffres sont sans appel. On demande aux Philippins en qui ils ont confiance pour la sécurité en mer de Chine méridionale. 82% répondent les États-Unis, 64% le Japon et la Chine. 11%. Seulement 11%. Ça montre que l'alignement sur Washington et Tokyo est très populaire. Ça donne un mandat fort au gouvernement philippin pour renforcer ses alliances. Si on élargit encore la perspective, on a vu une réponse diplomatique coordonnée se mettre en place. Je pense notamment au Quad. Oui, les ambassadeurs du Quad, États-Unis, Japon, Australie, Inde, se sont réunis à Pékin. Un symbole fort. À Pékin même. À Pékin même, pour réaffirmer leur engagement pour un Indo-Pacifique libre et ouvert. C'est une façon de dire à la Chine, on vous voit, et vos actions nous rapprochent. Et on a eu aussi des condamnations de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne. Un front occidental assez uni, du moins dans les déclarations. Un détail stratégique m'a aussi marqué dans l'analyse. Au même moment, l'APL menait d'autres activités, près du récif de Scarborough. Ce n'était pas une coïncidence. Non, absolument pas. Et ça, c'est le vrai casse-tête pour les stratèges américains. Ce n'est pas juste une répétition pour une opération sur Taïwan. C'est une démonstration de leur capacité à agir sur plusieurs fronts en même temps. Le message, c'est « si vous intervenez ici, on peut créer des problèmes ailleurs ». Ça force les États-Unis à devoir potentiellement faire des choix. C'est un dilemme stratégique nouveau. D'accord. Le tableau est posé, la tension est palpable, les pièces bougent sur l'échiquier. La question maintenant, c'est « et après ?» Où faut-il regarder dans les semaines, les mois qui viennent? Quels sont les indicateurs clés? Je dirais qu'il y a 4 domaines principaux à surveiller de très près. Le premier, c'est la poursuite des exercices militaires chinois. Il est très probable que ça continue tout au long de 2026. Ils vont vouloir affiner leur tactique de blocus, améliorer la coordination entre leurs différentes forces. L'idée, c'est de normaliser leur présence militaire de plus en plus près de Taïwan. D'accord, la Chine s'entraîne. Mais Taïwan n'est pas un simple spectateur. Quelle est leur réponse? C'est le deuxième point à surveiller, j'imagine? Exactement, c'est le deuxième domaine. Taïwan ne peut pas briser un blocus seul, mais il peut en augmenter le coût. Le gouvernement a déjà annoncé des milliards de dollars d'investissement pour ses défenses côtières. L'idée, c'est de se transformer en port épique. La stratégie du port épique. Voilà. Se rendre si difficile à attaquer que l'agresseur y réfléchisse à 2 fois. Ça passe par des missiles anti-navires, des mines. On a donc une course aux armements d'un côté. Et de l'autre, une course aux alliances. C'est le troisième point clé. Le renforcement des alliances régionales va s'accélérer. La signature de l'accord entre le Japon et les Philippines en est le meilleur exemple. Il faut s'attendre aussi à plus d'exercices conjoints du Quad, à une présence navale américaine et alliée quasi permanente. Et le 4e indicateur, lui, serait purement diplomatique. Oui, c'est le dernier point, mais peut-être le plus crucial à court terme. Il y a des rencontres prévues en 2026 entre les dirigeants américains et chinois.
Évidemment, Taïwan sera au centre des discussions. La manière dont ce sujet sera géré, les lignes rouges qui seront tracées, eh bien ça donnera le ton pour toute l'année à venir. Pour suivre l'évolution de ces événements complexes et en comprendre toutes les nuances, Stylo News propose une approche personnalisée. C'est une application pour mobile et ordinateur qui permet de créer ses propres synthèses de type renseignement à partir de centaines de sources d'informations traditionnelles et de Xstitch. Pour obtenir vos propres analyses d'informations alimentées par l'IA et à la demande, abonnez-vous à Stylo News sur www.stylonews.com. Nous vous remercions de votre écoute. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets pour de futures analyses. Suivez également Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés. Alors que nous observons ces manœuvres et ces contre-manœuvres, une question demeure. Une question qui dépasse ce seul conflit. Dans un monde où la ligne entre un blocus de garde-côte et un acte de guerre devient de plus en plus floue, où se situe réellement le seuil d'un conflit armé au XXIe siècle ? Bonne soirée.